Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes Arena. Comme chaque jour, on est là pour débriefer toute l'actu de la Coupe du Monde. On est ravis de vous retrouver ce mercredi, lendemain de victoire des Bleus, qualifiés pour les huitièmes de finale. Et oui, on leur a roulé dessus. Comme prévu, tout s'est bien passé. Comme on l'avait dit. Non, c'est pas inquiété une minute. Un peu long, voilà, 23h, c'est un peu long. Voilà, on a mis du temps, mais on savait que le spectacle serait à la hauteur, on n'a pas été déçus. Tout à fait, on va en parler longuement, évidemment, dans cette émission. On va aussi voir ce qui nous attend un petit peu face aux Paraguayens en huitième de finale. Et on va aussi parler de drôles d'idées pour remplacer les tirs au but. Vous allez voir ça. T'es prêt, Julien? On est parti? On est parti. Allez, go pour une petite heure d'émission. Et c'est parti pour la première séquence. Le débrief de la nuit, ce que vous avez raté pendant que vous dormiez. Les Bleus, pas encore, du coup, on va en parler après. Non, pendant que vous dormiez, par contre, c'est le Mexique qui s'est qualifié. Brillamment qualifié. Contre l'Équateur, victoire, enfin, rien à dire, 2-0. 2-0 à la demi-heure de jeu. Ceux qui sont restés debout disent qu'on a assisté à une des plus belles premières demi-heures du mondial. Peut-être juste après la France, c'était la deuxième plus belle demi-heure. Le but de notre chouchou qu'on avait repéré les premiers, on peut le dire. Dès le match d'ouverture, Quiñones, l'attaquant qui cartonne en Arabie Saoudite. Une bonne frappasse en lulu comme on les aime. Il est lancé en profondeur, on se dit tiens il est en train de perdre l'avantage qu'il avait en vitesse et tout, et là boum, il envoie une sacoche de l'espace, gardien équatorien ne peut rien faire, le deuxième but ressemble un peu. Voilà, oui, dans l'autre lucarne. Dans l'autre lucarne, on a tout nettoyé, on a fait toutes les toiles d'araignée, voilà. Et c'était réglé en fait en une demi-heure. C'est vrai que moi je m'attendais à un match plus disputé, entre deux équipes, un style joueur. Bon, en fait, l'Équateur n'a pas existé. Bah non, et quelques petites occasions après pour revenir avant la pause, mais ça se fait pas. Et puis après, le Mexique a globalement avait la main sur ce match. Pas grand-chose à signaler. D'autres, si ce n'est que c'est toujours la fête. Au Mexique. C'est toujours la fête des stades de. Ils n'ont toujours pas pris un but. C'est vrai que bon, alors, ils avaient un groupe. Exactement. Ils avaient un groupe de gros nulos. Mais enfin bon. Oui, ça n'a pas empêché d'autres d'en oui, prendre. Non, mais d'accord. Mais c'est vrai qu'ils avaient la Tchéquie, l'Afrique du Sud et la Corée qui sont pas. Voilà, il n'y a plus personne en lice. Ce qui n'est pas un hasard. Mais ça commence à ressembler à un petit parcours de payote un peu excitant. Moi, je serais anglais, je dormirais pas bien la nuit. Voilà. Parce qu'on aura peut-être un petit huitième de finale, il va falloir voir ce qui se passe la nuit prochaine. Mais ouais, ce Mexique-Angleterre au Stade Aztec, on en a tous envie, on va pas faire semblant de voir la fête que ça va être. Moi, je pense que ça peut. Oui, on a très envie de voir les Anglais se liquéfier. Disons-le très franchement, c'est ça qu'on a envie de voir. Pour le plaisir, on se fait quelques petites images, parce qu'on aime bien ça après chaque match du Mexique. Évidemment. En fait, on y retourne autour d'El Ángel de la Independencia, le cœur battant, on va dire. Il y a le Zócalo qui est la place centrale et la grande rue, l'équivalent des Champs-Élysées. On peut regarde-moi ça, ces images, c'est pas beau. Feu d'artifice. Est-ce qu'il y a jour férié? Parce que hier on parlait. Est-ce qu'il y a au Paraguay il y a eu jour férié, mais au Mexique normalement il n'y a pas eu jour férié, je pense pas. Il y aura jour férié si ça bat l'Angleterre, par contre, crois pas. Ouais, peut-être même qu'il y aura jour férié le jour de l'Angleterre pour qu'on puisse vraiment bien se préparer. Alors tu fais bien de le dire parce qu'au Mexique on ferme les écoles les jours de match du Mexique. Alors pas tellement pour permettre aux enfants de regarder le match. Ils le regarderaient de toutes les manières, mais c'est plutôt pour une histoire d'organisation et qu'il n'y ait pas trop de monde, pas trop de congestion dans la ville. Donc sachez que depuis le début de la Coupe du Monde au Mexique, il n'y a pas cours, il n'y a pas école les jours de match de l'équipe nationale. Non, le foot avant tout, avant l'éducation, c'est normal. Franchement, c'est beaucoup plus important. Voilà, les maths, le français, tout ça, c'est secondaire. Alors qu'un match de la tri, ça ne se rate pas. Le français, je ne suis pas sûr qu'ils en fassent beaucoup. Non, pardon, on se comprend. Mais bon. Alors, il y a quand même eu des belles images, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de monde dans les rues qu'il y a quand même eu effectivement des blessés graves. Je crois même qu'il y a eu 2 morts par asphyxie. Tellement les gens étaient concassés dans les rues. On parle de 800 000 personnes qui sont juste là sur cette artère en fait. C'est quand même. Je pense que chez nous, ce serait vraiment l'équivalent d'une victoire en Coupe du Monde. C'est ce qu'on a vu comme rassemblement hier. Mais Emeric, notre envoyé spécial qui a passé quelques jours au Mexique, lui est allé voir un match de la Colombie sur une fan zone et il avait été très surpris de voir qu'il y avait des milliers et des milliers de Mexicains qui sont des vrais fans de foot. Et pour finir là-dessus, les Mexicains aux États-Unis, il y en a aussi beaucoup, ils sont plusieurs millions. Je lisais un papier intéressant qui disait qu'ils allaient au stade, ils allaient voir les matchs même s'il n'y avait pas le Mexique. C'est des passionnés de foot. Ouais. Je pense que c'est dans le top 2, top 3 des peuples passionnés de foot. Juste pour terminer sur le Mexique, d'autres images
un peu moins sympa ce qui s'est passé la veille. Bah, moi je trouve ça sympa, Nicolas. Voilà. Pas pour les Équatoriens. Bon. Malheureusement, on va pouvoir le voir. En fait, ils se sont tous donné rendez-vous au pied de l'hôtel des Équatoriens la veille du match pour les empêcher de dormir. Klaxon. Les mecs ont carrément organisé des concerts, apparemment. La Fédé équatorienne a publié un communiqué pour dire c'était pas très sympa. Ça fait partie du jeu. Enfin, on voit ça des fois avant des classicos et tout. Je sais pas, il y a d'autres images qu'on avait sélectionnées. C'est effectivement ça, c'est les images de la fête après le match. Mais alors avant match, moi je trouve que le coup classique de je viens déranger les joueurs à l'hôtel, c'est bon esprit. C'est vrai que c'est le foot dans les pays très très chauds. En Turquie, on a ça souvent, dans certains clubs anglais aussi, même si ça se fait moins. Bon, moi je trouve que ça fait un peu partie du folklore, c'est pas bien méchant. À un moment donné, tu joues un mondial à domicile, tout est permis. Et ils se sont permis, ça leur a réussi. Je me serais permis à leur place. Allez, on passe à la Norvège maintenant, grande première pour les Norvégiens, qui ont battu hier la Côte d'Ivoire 2-1. But de cet homme en première période, super Antonio Nusa. Un but un peu à la Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'il fait un petit crochet extérieur, il est sur la gauche de la surface, petit crochet extérieur, il enroule petit filet opposé. Vraiment très beau but. Ouais. Très beau but aussi des Ivoiriens. L'égalisation de Diallo, donc le petit ailier de Manchester, assez incroyable, 1-2 dans la surface, il revient, il dribble, belle finition, et à ce moment-là on se dit tiens, voilà, ils reviennent, il reste 20 minutes, ils ont vent dans le dos. Ouais, parce que c'est 74e quand il marque. On voit une fin de match ivoirienne arriver. Pour moi, qui domine le match, qui mérite à un moment donné, qui a l'initiative en tout cas. Simplement, je trouve qu'ils ont manqué de courage à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a un partout. C'est comme s'ils ont repassé la troisième, ils ont ralenti un petit peu. Alors que je pense que le match, en fait, appelait à une forme de presse sur les 10 dernières minutes parce qu'on sentait des Norvégiens pas très sereins. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu la bonne attitude. Ils ont manqué de courage, ils ont peut-être manqué d'expérience à ce moment-là. Et en fait, la Norvège a un peu repris le contrôle. Voilà, fin de match, un peu ouvert des deux côtés. Et sur une action un peu anodine. Ouais, un peu anodine. Il y a Oscar Bob qui était rentré contre la France, qui a fait une grosse impression, le petit gaucher il rentre. Le penalty. Ouais, il rentre et le mec, t'as l'impression qu'il virevolte partout comme ça. Là, il fait un super décalage sur le côté centre. Et là, il y a donc Haaland qui arrive. Il est surpris et en fait, il tape même pas le ballon. Ça lui vient dessus et ça va dans le but. Il n'y a même plus de gardien parce que le gardien couvrait son poteau et les défenseurs ont tous bifurqué au même moment sur Haaland, sur le passeur, dont je ne me rappelle plus le nom. Et là, il trouve l'intervalle. Haaland est tout seul. Il reste 3 minutes. Bon, c'est fini, même si la Côte d'Ivoire a une énorme occasion encore avec Diallo toujours, qui met un coup franc aussi vraiment tellement beau, mais on le voit arriver de loin. Donc le gardien a le temps de se détendre et de la sortir. Bon, voilà, un peu triste qu'on avait envie de voir ce Brésil-Côte d'Ivoire et globalement de récompenser le football un peu empanaché de la Côte d'Ivoire. Maintenant, sur le match, on ne peut pas non plus crier au scandale, il n'y a pas de décision arbitrale. Voilà, Norvège l'a gagné un peu, je ne sais pas comment dire ça, comme une équipe qui sait qu'elle va s'en sortir, alors que bizarrement, les Norvégiens. Alors qu'ils sont inexpérimentés à ce niveau-là de la compétition. Et pour autant, on a senti une forme de certitude de on va s'en sortir. Voilà, donc ils sont récompensés et quelque part le pari d'avoir mis les remplaçants contre les Bleus vendredi, il est validé par cette qualif, on en a parlé, on s'était dit attention par contre la Norvège, si vous ne passez pas, vous avez passé pour des peintres. Force est de constater qu'ils ont gagné ce pari-là. Quelques stats sur Haaland quand même qui marque encore, ça fait 5 buts en 3 matchs pour lui dans ce mondial, ce qui est quand même plutôt pas mal pour sa première Coupe du Monde. Juste pour comparer, il a fallu pour atteindre ce total de 5 buts, 8 matchs à Cristiano Ronaldo, 11 matchs à Messi et 14 à CR7. Avec le petit bémol que là, Haaland, il a 26 ans. C'est plus un petit genou qui arrive comme l'était R9, CR7. Effectivement, au niveau auquel il évolue, c'est l'équivalent d'une 3e Coupe du Monde pour CR7 ou pour Messi. Mais c'est vrai que ces stats, elles sont dingues. 60 buts en 53 sélections. Ouais. C'est vrai que c'est le total de Kylian. Kylian vient juste d'arriver à 60 là, en 101 matchs. Du coup. En 101 matchs. C'est vrai que c'est assez ahurissant parce qu'il ne joue pas dans une équipe très dominante. Et pour autant, c'est vrai qu'il cesse de nous laisser une forme d'indifférence. En fait, je ne sais pas comment dire. C'est un joueur sympathique, on n'a rien à lui reprocher. Dans ce qu'il dégage, tu veux dire. Mais on n'arrive pas à s'enthousiasmer réellement pour ce qu'il arrive à produire. Alors que c'est vrai que ses stats sont incroyables. C'est plus d'un but par match en sélection. Et pour autant, quand on le voit, en fait, il ne pèse pas sur les matchs. C'est parce que c'est un vrai joueur de surface. Voilà, c'est un 9. Et on critique beaucoup Mbappé pour plein de raisons, parfois, mais Mbappé, il pèse sur un match. Ça lui arrive des fois sur la saison de choisir ses matchs et de ne pas peser beaucoup. Mais il est là, il tente, il rate.
Bon, bah, Haaland, il n'est pas là. En fait, jusqu'à son but, il se passe rien. Et à la 80e, on ne l'a pas vu. Voilà, il y a une tête en début de match qui est contrée. Et là, il arrive et bon, un but tapis. Ça fait vraiment partie des joueurs, s'il ne marque pas, en fait, il rate son match. Parce qu'il n'a que ça pour lui, finalement. C'est un peu ça la différence. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup des neufs comme ça. Nous, on avait Trezeguet à une époque. Voilà, vraiment, bah, pareil. David, s'il ne marquait pas, il m'avait servi à rien. Il avait fait 3 remises dans le match. Et puis c'était réglé, autant le laisser sur le banc. Voilà, donc Haaland, il nous laisse un peu froid, mais bon, il est efficace, il est sympathique, comme son équipe, comme les supporters norvégiens. Et bon, au final, ce sera quand même un beau match à voir contre les Brésiliens en 8e. Ouais, ça jouera donc le Brésil en 8e de finale. Et alors, ça commence à monter un petit peu ce Brésil-Norvège parce que ça rappelle des souvenirs. Alors déjà, et paradoxalement, l'historique est très en faveur de la Norvège. Invaincu contre le Brésil, c'est la seule nation qui est invaincue contre le Brésil. En vrai, en 4 matchs, 3 matchs amicaux et il y avait eu 2 nuls, une victoire norvégienne, mais surtout 7 victoires en Coupe du Monde chez nous en France en 98. On s'en souvient, c'était le 3e match de poule. Et ça avait fait couler beaucoup d'encre. Parce que donc Torandré Flo, qu'on voit ici, l'ancien attaquant de Chelsea, provoque un penalty à la 86e. Sur un centre, bon voilà. Et tout le monde crie au scandale, il n'y avait pas péno. L'image vient un peu vite, c'est dommage. En fait, le truc, c'est que en plus, ça élimine le Maroc qui a fait. Et du coup, tout le monde dit oh là là. Le scandale, en fait, vient un peu de là. Le scandale absolu, ça élimine le Maroc, la FIFA. On préférait, tout le monde est complotiste. En plus, c'était la Coupe du Monde en France. On préférait voir le Maroc se qualifier pour plein de raisons. Et c'est vrai 3 jours plus tard, une caméra nous sort cette image. Finalement, il y avait vraiment penalty. En fait, ce qui est dingue, surtout, c'est là où on se voit que l'époque a beaucoup changé. Aujourd'hui, on a la VAR, on a des dizaines de caméras. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas une seule caméra qui peut nous donner un angle où on voit qu'il y a faute. Donc on a l'angle plan large et on n'a que ça. On a l'impression qu'il y a juste un duel et en fait il s'écroule comme ça. Et les commentateurs, je me rappelle, Charles Bietri s'était même excusé à l'antenne auprès de l'arbitre parce que tout le monde m'avait dit mais il n'y a pas pénalty, c'est une arnaque monstre. Tout à fait. Et en fait moi ce qui me choque 20 ans après c'est juste qu'on n'avait pas la caméra et que ça c'est quasiment une image amateur. Je ne sais plus d'où elle sort cette image-là, mais elle sort comme tu dis plusieurs jours après. 3 jours. Qu'aujourd'hui elle sortirait quoi 10 secondes, 20 secondes après probablement le temps qu'à la VAR ça fasse tourner un petit peu les caméras. Une autre époque, c'était il n'y a pas si longtemps et en même temps, il y a déjà tellement longtemps. Ouais, et c'est la dernière apparition de la Norvège en Coupe du Monde avant cette année, quand même. Donc, et c'était qualifié pour les 8e où ils avaient perdu contre l'Italie. L'Italie, tout à fait. But de Christian Vieri, je me rappelle. Voilà pour cette petite histoire, et comme on est complet, je pense, sur la Norvège, mais match pas facile pour le Brésil qui s'annonce. On verra, mais rien n'est facile pour le Brésil. Le Brésil de 2026, rien n'est facile. Allez, on est bon pour cette première partie de débrief, évidemment, parce que vous savez ce qui arrive maintenant. Les Bleus. Et oui, les Bleus. Les Bleus, qualifiés grâce à une victoire vraiment... éblouissante, hein. On peut le dire, ça a mis un tout petit peu de temps à se lancer, 15-20 minutes, histoire de prendre la température et tout, et après, les 4 de devant, ils ont mis en route. J'ai envie de dire, 3-0, ça aurait pu être plus lourd, parce qu'il y a 2 poteaux, dont, évidemment, on a mis la photo, parce que... Elle va arriver, la photo d'Olysée. Ce ciseau retourné de Michael Olysée, qui, s'il l'avait mis, franchement, on le mettait au Louvre. Honnêtement, c'est vrai que c'est parce qu'il y a des retournées qu'on voit venir, parce que en fait, le jeu appelle. Elle est là, qu'est-ce que c'est beau. En fait, il y a des actions où parfois le jeu, le centre arrive derrière et ça appelle, tu n'as pas le choix. Donc tu vas tenter le retourner. Je me rappelle la CR7 avec le Real il y a quelques années qui est resté dans les mémoires. Il n'a pas le choix. Alors que là, Olysée, il peut faire 10 milliards de trucs, faire une remise de la tête, un contrôle de la poitrine. Il tente un ciseau. D'ailleurs, c'est Mbappé qui dit putain, je pensais qu'il allait contrôler comme ça et se retourner. Et je fais mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est ça qui rend l'inspiration dingue, c'est qu'en fait, il peut faire 10 milliards d'autres choses, mais il choisit ce geste improbable à 20 mètres. C'est hyper loin pour mettre une retournée. Il va la chercher très haut. Il va la chercher haute et vraiment, il a ça de la mettre. Enfin, c'est-à-dire que voilà, ça prend le poteau, mais en fait, ce qui est dingue, c'est vraiment l'inspiration, alors qu'il aurait. C'est pas du tout le geste naturel. À la différence des retournées qu'on peut voir de temps en temps. Où tu la prends parce qu'elle est en arrière et que c'est ça où tu rates la balle. Et c'est vrai que quelque part, c'est un peu le seul regret de la soirée, c'est que ce retourné ne soit pas dedans. Ouais, et après on lisait aussi des trucs, des gens qui disaient c'est quasiment encore plus beau parce qu'elle n'est pas rentrée. Enfin, il y a des gens qui faisaient un peu la comparaison avec la fameuse feinte de Pelé, la feinte de corps où il repasse derrière le gardien et il tire. Finalement, c'est trop croisé, ça sort. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'aurais préféré l'avoir rentré perso. Mais... Je pense que c'est le genre d'action donc on oubliera assez vite. C'est un système de finale de Coupe du Monde. Bon, ça n'a pas vocation à rester dans l'histoire. Alors que s'il avait marqué, je pense que c'est le genre de but qui serait rentré dans l'imaginaire au moins des supporters tricolores. C'est dommage. Parce que c'est pas un geste nouveau, contrairement à ce qu'avait fait Pelé à l'époque. Voilà. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare de voir ces retournées tenter de loin comme ça.
Donc les Bleus, sur le terrain, on va commencer par l'impression visuelle. Déjà, Julien, on s'est régalé et on se disait comme rarement avec les Bleus alors, en Coupe du Monde. On n'a pas encore 80 ans, mais on a vu quelques matchs des Bleus du haut de notre petite expérience de journaliste. On en a vu en Coupe du Monde, en direct, devant la télé. Et je pense qu'on a assisté peut-être à une des 2-3 plus belles mi-temps, moi, que j'ai pu voir des Bleus sur un match à élimination directe. Alors évidemment, il faut mettre de côté l'émotion, l'enjeu, c'était un 16e, c'était pas une finale, on est d'accord, rien ne vaudra, je sais pas moi, la prolongue de France-Argentine ou les dernières minutes de 2022 en termes d'émotion, mais en termes de football, la claque qu'ils nous mettent là, quand tu sais que ça fait 10 ans qu'on reproche à ces Bleus et à Deschamps globalement de ne pas vraiment nous faire rêver. Hier, on a pris une claque. C'est rare qu'on prenne des claques. Au niveau international, c'est très très rare. Il y a peu de sélections qui laissent cette impression et il y a beaucoup de commentaires étrangers notamment qui faisaient le parallèle avec des équipes. Le Brésil 82, pour ceux qui n'ont pas gagné, on pourra en reparler, mais ça allait chercher des références lointaines. Le Brésil fin des années 90, le trio Ronaldinho, Ronaldo, des choses qu'on a oubliées parce qu'on se disait que c'était plus possible de dominer comme ça. Oui, parce qu'une Coupe du Monde, c'est très court. Et en fait, en général, tu fais au plus simple. En fait, en phase finale, l'important, bien défendre. Et tu joues quelques coups à fond et tout. Et c'est là-dessus que ça se fait, un parcours de Coupe du Monde. Et voir une équipe jouer vraiment en équipe sur une Coupe du Monde, oui, c'est rare. En tout cas, chez nous. D'autant que chez nous, ça n'arrive jamais. Voilà, donc, il faut le dire, c'est vrai qu'on a eu toujours des équipes très cohérentes défensivement. Peut-être que la plus cohérente offensivement, c'était celle de l'Euro 2000, qui à l'époque, mais c'était Zidane, Anelka, Henry, c'était des très grands joueurs. 2018, c'était pour moi une construction d'équipe un peu différente, 2022 aussi. Effectivement, de mémoire de supporters tricolores, alors peut-être que ceux qui ont connu les épopées des années Platini, 82-86, vous direz que ça jouait très bien au football. Certainement le cas. Moi, je n'ai pas la légitimité pour en juger parce que je n'ai pas vu ces matchs-là, du moins pas en direct. Mais hier, on s'est tous dit, est-ce que c'est la plus belle mi-temps de notre vie des Bleus ? Voilà. Et franchement, moi, j'étais pas loin de penser que oui. Ouais. Petite stat pour illustrer la forme que tient notre attaque. Quand même, ça, c'est la moyenne depuis le début de la Coupe du Monde. Les 4 premiers matchs. Mbappé 9-7, Olysée 9 et sur les côtés Barcola, Dembélé aussi. Ils ont tous marqué et fait des passes décisives. Juste Olysée n'a pas marqué. On en reparlera, elle a loupé de grosses occasions là, mais c'est pas grave, il les garde pour plus tard. Mais 5 passes décisives, on va y revenir aussi là-dessus. Mais ils participent tous, ils sont tous, ils se trouvent parfaitement. Et peut-être que la plus grosse surprise, c'est peut-être Barcola qui a réussi à vraiment bien s'intégrer dans ce quatuor. C'est vrai que Barcola, il a le profil qui était un peu promis à Ekitike, qui s'est blessé avant. C'était lui qui partait un peu sur la ligne de départ parce qu'on disait ces mouvements vont être complémentaires avec le reste. Et finalement, c'est lui, c'est vrai que ses courses en profondeur, cette façon d'attaquer l'espace. Et une efficacité qui n'est pas toujours la marque de fabrique de Barcola. Barcola, c'est un joueur de série. Il ne va pas marquer pendant 20 matchs et puis pendant 10 matchs, il va marquer. Là, il a commencé la série au bon moment. Voilà, là, c'était plus ce qu'on lui demandait. Alors, effectivement, Didier Deschamps, après le match, disait essayer de chercher des problèmes, mais ce n'était pas ironique. Il disait trouvons des problèmes parce que là, on est trop fort. En gros, c'était un peu ce qu'il voulait dire. Et c'est vrai qu'Olysée qui ne marque pas. Alors, je ne vais pas parler du retourné qui est pour moi une inspiration géniale. Je trouve, et c'est le petit défaut que je trouverais à Michael Olysée, et j'espère que ça ne nous coûtera pas cher sur la suite de cette Coupe du Monde, c'est que je trouve qu'il est trop léger face au but. Il est trop facile. Il joue des coups trop faciles quand il doit marquer. Son action en deuxième mi-temps, notamment, sur la passe de Kylian. Sur la passe d'Mbappé, le match est plié, il n'y a pas de problème. Sa finition, c'est là, il tente un truc. En fait, pour moi, il est un peu trop suffisant face au but, parfois, sur des buts. C'est la seule petite défaut qu'il a encore. Pour l'instant, ça passe inaperçu parce qu'on n'en a pas besoin. Mais si en demi, on a moins d'occasions sur un match serré et que c'est lui qui a la balle de match, va falloir qu'il la joue un peu moins nonchalant que ce qu'il a pu faire là contre la Suède. Et il y a eu aussi 2-3 actions un peu en poule de ce style-là. Celui qui marque des buts, c'est Kylian. Kylian Clutch, encore un doublé, le 3e dans cette Coupe du Monde, en 4 matchs, c'est pas mal. C'est lui qui débloque la situation. Après avoir touché le poteau sur un ballon, tu te dis, il doit marquer. Il refait la même. Sur 10, il en met 7 ou 8 probablement, effectivement. Parce que pour une fois, Koundé fait un bon centre. En plus, Koundé qui fait un bon match. Disons-le, pour parfois du mal, Koundé qui fait un bon match. Mais là, il débloque la situation sur. Il n'est pas facile, ce but. Non, parce que la passe de Dembélé est belle, mais après, il n'est pas du tout fait. Il y a 4 mecs devant lui et il est très décalé sur le côté. C'est vrai que pour moi, là où ça tombe bien, c'est juste qu'il n'a pas un vrai défenseur en face. C'est vrai. On se dit, oh la vache, la sauce qu'il met. Puis on voit que c'est Gyökeres. Et en fait, on se dit, ok, d'accord.
C'est vrai qu'il a le passement de jambes, il va vite, très bien. Mais je pense que face à un vrai défenseur, il n'a pas l'angle pour frapper. Après, c'est bien joué, on fait un décalage, il y a une combinaison. Non, mais Gyökeres, il se fait passer, mais derrière, il y en a. Oui, non, mais c'est le premier défenseur qui, pour moi, doit fermer un peu l'angle. Et là, très clairement, le pauvre Gyökeres, là, c'est du don d'organe. Hein. Enfin, à Pompidou, ils ont ces 2 reins depuis hier soir. Et derrière la frappe, parce qu'il arrive à enchaîner et à cadrer la frappe, c'est pas simple. Même en jouant au foot à un petit niveau amateur, on sait à quel point celle-ci, elle part 2 mètres à côté. Et hier, elle fait un petit filet. Parce qu'il doit déclencher très vite. Ouais. Et il la met parfaitement. Enfin, elle est super bien placée. C'est du Kylian vraiment vintage 2022 là. Et le deuxième, un peu la même, avec quand même un peu plus de temps pour s'organiser et tout, sur un caviar d'Olysée. Mais pareil, vous voyez, qui élimine 2 défenseurs sur la passe. Ouais, la passe est dingue. La finition aussi, parce que l'angle est assez fermé, on la voit bien sur la photo. Voilà. Il arrive là, en fait, si vous la mettez trop bas, c'est dans les jambes, c'est enlevé, et sinon le gardien l'enlève avec ses bras. Et là, en fait, il arrive à la tirer à hauteur de tête quasiment. Et donc, en fait, le gardien n'a pas le temps vraiment de se lever. Et voilà. Là aussi, ce but-là, je trouve qu'il dit beaucoup d'un joueur vraiment confiance. Parce que s'il n'est pas confiant, cette frappe-là, il la met sur le gardien. Voilà. Et parce que ce gardien a fait un très, très grand, il prenait beaucoup de place et il a fait beaucoup d'arrêts quand même. Imaginons là Mbappé dans cette position, il est en angle fermé, il a un type de 2 mètres en face de lui. Et voilà. Et là, on voit que c'est du très grand Mbappé, c'est que cette frappe, il la place au seul endroit où il peut marquer. Ça nous fait donc 18 buts en Coupe du Monde. C'est propre, en 18 matchs. En 18 matchs, à une petite longueur donc de Messi qui est désormais le recordman. Et quand 19. On y pense, c'est absolument incroyable. La course match après match, c'est magique. Et ça fait surtout 10 buts en match à élimination directe en Coupe du Monde. Là, il est seul au monde. On en parlait hier, il était à égalité avec Ronaldo et Léonidas. Voilà, dont on avait totalement oublié. Voilà, on parlait alors, c'est super la photo. Je vous parlais de la frappe. Regardez où elle passe. Il n'y a que là où il peut la mettre à côté de la tête parce que le gardien n'a pas le temps. Il n'y a que là où elle peut passer parce que dans toutes les autres cas de figure, elle est arrêtée. Et en plus, le timing de l'appel aussi est dingue. Voilà, il n'est pas hors jeu, ça joue à rien. Mais c'est parce que entre la passe et l'appel, la coordination est parfaite. Des fois, il part trop tôt, Kylian. Voilà, en première mi-temps, à un moment, il se fait refuser un but parce qu'il part un peu tôt. Pour moi, c'est un des plus beaux buts que je garde en mémoire récente d'Mbappé en équipe de France. Ouais. Et donc c'est le 10e, celui-là en face. Enfin, en match élimination directe, c'est absolument ahurissant, on peut le dire. Et petite stat aussi, parce qu'on aime bien, depuis qu'il a commencé en Coupe du Monde en 2018, il est impliqué sur 21 buts. C'est plus que CR7, Vinicius Junior et Neymar réunis. Les 3 ensemble, ça fait pas un Kylian en Coupe du Monde. Et je rappelle que certains voulaient le mettre sur le banc parce que bon, il défend pas. Je te propose de l'écouter. Kylian, il parle de ses stats et du potentiel de l'équipe de France. Et on va aussi du Deschamps après sur ce très bon match de son équipe. On écoute les deux. Je pense que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'aller le plus loin possible, d'aller le 19 juillet, de revenir ici et essayer de gagner. On va étape par étape. Après, bien sûr, plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement. Je pense que j'apprends ça à personne. Mais en plus, je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts. Donc, je regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale. J'ai dit que j'ai pleinement conscience de ce que je jouais, d'où je jouais. Je pense que c'est quelque chose qu'on a préparé, de comment arriver ici avec le maximum d'automatisme parce que c'est pas le club. On doit tout de suite se mettre dedans. On a une parfaite communication avec le groupe, avec les joueurs, avec le staff sur comment on peut s'améliorer, comment on peut être compatible au niveau des déplacements avec les offensifs et le reste de l'équipe. Je pense qu'on va encore travailler d'ici le match du Paraguay pour voir ce qu'on peut améliorer, parce qu'on a encore des séquences pas assez floues, mais c'est perfectible. Maintenant, je pense que c'est quand même positif et on a une faculté à marquer des buts qui fait que voilà, on a toujours cette possibilité de prendre l'avantage dans les matchs. Et après, voilà, il y a un relationnel entre les joueurs offensifs qui est très bon, pas uniquement humainement, même si c'est mieux comme ça, parce que j'ai connu d'autres périodes où ce n'était pas toujours le cas. Mais ils parlent le même au football, donc à partir de là, ça va dans le bon sens. Michael enchaîne des prestations de très très haut niveau après une très bonne saison, mais avec nous, il a eu besoin d'un petit peu de temps pour prendre ses marques, mais oui, il a une influence qui est très importante. Et puis après, c'est la complémentarité avec les autres joueurs offensifs, le fait de... en répétant les matchs aussi, d'avoir un peu plus de repères, d'automatisme. Mais oui, quand Michael touche le ballon, il se passe beaucoup de choses. Et c'est lui qui alimente aussi les joueurs offensifs. Mais en même temps, il fait le lien
entre cette phase défensive et la phase offensive, et avec les milieux de terrain où souvent ils donnent un bon coup de main aussi, quoi. Et bravo aux joueurs d'avoir fait ce qu'ils ont fait, parce que c'est jamais évident. On avait regardé les autres 16e, c'est difficile pour tout le monde. Nous, ça l'a été moins parce qu'on a très bien fait les choses, mais on n'est qu'en 8e. C'est très bien d'être en 8e, mais on n'est qu'en 8e. Donc gardez cette confiance, et puis dans 4 jours, on sait ce qui nous attend. Il faudra remettre ça avec... Et voilà, pour Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Merci Didier pour la transition. On dirait que c'est fait exprès, c'est magnifique. Vers C'est peut-être fait exprès. Michael Olise, on avait commencé à en parler, mais on va entrer un peu plus dans le détail. Ok, il marque pas, mais alors la science de la passe quand même de Michael Olise. C'est vrai, Ce qu'il trouve comme espace à chaque fois, c'est assez incroyable. Il est le catalyseur, en fait, celui qui donne le tempo. Tu le dis, des fois, il est un petit peu en dedans, on sent qu'il est un peu tranquille, tout ça, mais dès qu'il veut accélérer, et c'est vrai que la science de la passe d'Olise, qui arrive à faire passer Ryan Cherki pour un joueur de deuxième division, alors que Ryan Cherki est peut-être le meilleur passeur d'Europe depuis 2 ou 3 ans avec Olise. Et hier, en plus, ces 2 passes d'Est, pour moi, elles racontent. Il y a des passes d'Est, bon, ok, on les compte, mais elles ne se valent pas toutes, on le sait. Hier, la première dans l'espace pour Barcola, sur le 2e but des Bleus, entre les jambes du défenseur suédois. Alors, est-ce qu'il y a une part de réussite ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est dure à faire. Elle est à la fois dans le bon timing et à la fois dans un tout petit espace, dans un trou de souris. Et la deuxième, sur Mbappé, qu'on a vu tout à l'heure, voilà, il y a un petit râteau d'abord et il va la mettre pareil dans le bon timing avec la bonne profondeur. Elle est parfaite. L'attaquant est pas hors jeu. C'est que les 2 passes D d'hier, en plus, c'est de la passe D premium pour moi. C'est vraiment, on est sur 10 passes D, il y en a 1 ou 2 qui ont cette difficulté-là. Et c'est ça qui est exceptionnel, ça couronne son savoir-faire sur deux actions vraiment. Rappelle-toi le premier but de la Coupe du Monde qu'on met contre le Sénégal. Tu dis la vraie passe D, c'est une vraie passe D aussi, tu sais, qui élimine 3 Sénégalais pour Kylian. Bien sûr, mais part dans la surface. C'est une vraie passe D qui, pour moi, elle est bien sentie, mais disons qu'il a l'espace pour la faire. Un peu plus. Il n'y a pas de défenseur sur le chemin. Là, il passe entre 2 ou 3 défenseurs. Je veux dire, ça veut dire qu'il faut vraiment que sa passe, elle soit au bon endroit, au bon moment, parce que sinon, elle est interceptée. Et c'est là où, pour moi, c'est exceptionnel. Et il en est au moins une 30aine de passes cette saison, non? Un peu plus de 30 maintenant, et ça fait 5 dans cette Coupe du Monde. Il n'y en a pas 40 qui ont fait mieux sur une seule Coupe du Monde, il n'y en a qu'un, c'est Pelé, qui en avait fait 6 dans le Brésil 70. Petite équipe, pas trop mal. Voilà, Brésil et 70, donc Olise va aller chercher ce record, je pense. Je pense que c'est réglé samedi soir à titre personnel. J'ai beaucoup aimé les mots de Zlatan, on l'avait déjà cité la dernière fois, et il a encore dit des choses bien. Oui, c'est vrai, vas-y, je te laisse le citer. Olise ne chasse pas les projecteurs, ce sont les projecteurs qui le chassent. Okay. Ça, c'est merci Chuck Norris. Et je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, avec lui, la passe arrive toujours 1 seconde plus tôt que ce que les défenseurs attendent. Et donc, c'est là où il est génial, finalement. Et il dit, moi, les gens appellent artistes les joueurs qui dribblent. Moi, j'appelle artistes les joueurs qui voient des images que personne d'autre ne peut voir. Et aujourd'hui, Michael Olise a peint le match. Tout à fait. C'est un peu ça l'image. C'est vrai, non, c'est vrai. Et comme il est très soyeux en plus dans sa façon de toucher la balle, on a l'impression qu'il ne veut pas lui faire mal. Ouais. Voilà, toujours respecter beaucoup le ballon. Michael, il a ceci là qui, bon, effectivement, on peut le desservir sur un ou 2 face-à-face. Là, je pense que c'est le face-à-face, par exemple, qui rate en 2e mi-temps. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un technicien aussi beau à voir. Alors, c'est évidemment cette comparaison, elle fait toujours fuir les puristes, mais c'est quand même ce qui nous rapproche le plus de Zinedine Zidane depuis 20 ans. Voilà, cet art de la passe, cette façon de ce contact avec le ballon. Dire qu'il aurait pu jouer pour les Anglais, qu'il aurait gâché et mis sur le banc. Heureusement, Michael, t'as bien choisi. Ouais, Antoine, qui était notre envoyé spécial sur le match, a fait un papier là-dessus. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y. En gros, pour dire merci, Michael, d'avoir choisi la France. Et de ne pas avoir gâché ton potentiel en avance d'une sélection. Juste un dernier petit mot sur Mike Maignan, qui, après un bon match déjà contre la Norvège, où il stoppe un péno, fait l'arrêt qu'il faut là. Un petit côté rassurant quand même, je trouve. Oui. Voilà, ça pourra nous servir pour plus tard. Pour l'instant, il n'a pas vraiment eu son rôle à jouer encore. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir 5-10 minutes déterminantes pour aller au bout. Voilà, et effectivement, Maignan aura probablement un moment où il aura des arrêts à faire qui nous sauveront la mise. Donc voilà. Bonne nouvelle. Voilà, donc il me semble prêt pour les faire. Et oui, on est pas mal sur ce débrief. Bah ouais. Julien, le temps file et on a encore pas mal de choses à se dire quand même. Donc on va enchaîner avec la question qui tue. On va enchaîner, mais on va toujours en parler un peu des Bleus. Vous allez voir par le prisme du Paraguay, donc notre prochain adversaire en 8e de finale. Enfin, plus précisément, on va
parler de certaines personnes qui aimeraient voir les Paraguayens nous faire des choses. Julien, c'est toi qui as repéré ça. Oui. Je vais te laisser nous expliquer. Tu as sélectionné quelques exemples que j'ai mis sur une petite image. Disons que la France... Tu ne verras pas là, tu le verras là. Ils sont là. En fait, c'est que la France commence à faire très très peur, notamment aux supporters étrangers et aux supporters. Les premiers, c'est les Argentins. Parce que voilà, le contentieux, il est là depuis la finale 2022. Bien sûr. Eux, ils ont ce tableau ouvert, ils ont l'espoir de retourner en finale. Et ils se disent, ah ouais, la France, ça va être compliqué. Et donc, évidemment, il y en a pas mal qui commencent à faire des plaisanteries en disant, bon, en substance, le Paraguay, on sait qu'il n'y a aucune chance. On se contentera du ligament croisé pour Mbappé. C'est tout ce qu'on vous demande, on vous en demande pas plus. Et de là naissent pas mal de petites blagues sur Twitter. Voilà, il y en a certains qui disent, alors il faut connaître la géographie sud-américaine, si vous blessez Mbappé, Dembélé, je vous donne la province, je vous cède telle province pour que vous ayez un accès direct à la mer, parce que le Paraguay n'a pas accès à la mer. Donc il y a pas mal de blagues. Il y a juste la fameuse image, elle est en haut à gauche là, tu sais, c'est le même où il y a un mec qui est là et qui prend la pause il est au ski et il se fait faucher par derrière comme ça. Il dit, voilà ce que je veux voir comme tacle sur Kylian. Comme l'entrée la plus douce sur Kylian pour le match de samedi. Alors ça vient souvent de supporters argentins en réalité, parce que voilà ce que j'expliquais un peu plus tôt. Mais ça dit quand même une certaine vérité sur le jeu du Paraguay, sur l'opposition que va nous offrir le Paraguay samedi. C'est une plaisanterie, mais ce n'est qu'à moitié une plaisanterie. Moi, j'ai plus peur pour le tibia de Kylian que pour l'élimination. Ça m'a rappelé cette séquence. Ça m'a donné envie de ressortir une illustration que tu avais faite avant France-Uruguay. Rappelez-vous, 2018, ce match de poète qui s'annonçait Gaudin, Jiménez, c'est vrai que j'ai assez fier de cette punchline. Et tu nous avais fait cette illustration avec... Ah, j'ai coupé net, hein, bien comme il faut. C'est vrai, et c'est vrai qu'on avait fait... On pourrait écrire plus ou moins, quasiment on va peut-être écrire le même papier sur le Paraguay. Avec encore moins de talent que cet Uruguay-là de 2018 qui était quand même une belle équipe et peut-être plus de vice et plus d'agressivité, en tout cas sur ce que j'ai pu voir, qu'on a pu voir contre l'Allemagne. Un vrai match de poète qui nous attend, Nicolas. On a là quelques stats sur le Paraguay parce qu'on est quand même illustré un peu tout ça. Là on voit les stats défensives globales. C'est-à-dire 5 buts pris, 20 tirs concédés quand même par match, ce qui est beaucoup, mais parce qu'ils subissent beaucoup. Quand tu défends sur tes 12 mètres, tu t'encaisses des tirs. Et quasiment 3 grosses occasions créées, concédées par match. Et là, sur la deuxième, c'est celle-là qui va nous intéresser encore un peu plus, c'est les stats détaillés. C'est 26 tacles par match. Le Paraguay. Voilà, là, on est au-dessus. Hein. On est record de... Il n'y a pas une équipe sur cette Coupe Coupe du Monde qui fait plus. Un peu plus de 13 fautes par match, juste derrière le Japon. 9 cartons jaunes et 1 rouge au total, record de la compétition. Et c'est aussi l'avant-dernière équipe en termes de possession de balles. Il n'y a que la Jordanie qui fait pire sur les 48. On voit bien quel genre de match auquel on aura droit. On va s'amuser. Voilà, très clairement, samedi soir, on va s'amuser. Et c'est pour ça que ça joue très dur. Voilà, parce qu'après, il y a faire des fautes tactiques. Ils en font beaucoup. Et puis des fois, ils font tactique et méchant en même temps, ce qui n'est pas simple à faire. Donc voilà, c'est vraiment le style de jeu du Paraguay. Au-delà de la plaisanterie et de la réputation que peut traîner une équipe comme le Paraguay, qui a toujours été une équipe qui basait son jeu sur l'intensité physique et sur son répondant défensif, on est dedans. Voilà, on est dedans. Et après, attention, parce qu'ils gagnent, on a ressorti ce qui s'était un peu passé contre l'Allemagne. Ça gagne énormément de duels, évidemment. Enfin, ça ne vit que pour le duel, en fait. 76 gagnés contre l'Allemagne. C'était 15 de plus contre les Allemands. C'est aussi là qu'ils perdent un peu ce match. Et très peu de temps de jeu effectif. Oui, évidemment, voilà. ils hachent 72 minutes, le jeu. 72 minutes sur 137, c'est ça. Ça va mettre du temps à se relever. Voilà. Ça va pourrir un peu, tout ça. Imaginez bien que l'arbitre du quart de finale, qui était du 16e de finale de l'Allemagne-Paraguay, qui était l'arbitre marocain dont j'ai oublié le nom, a quand même essayé d'accélérer les choses avec les nouvelles règles de la FIFA. C'est-à-dire que parfois, j'ai vu des Paraguayens qui se roulaient par terre et l'arbitre dit c'est bon, joue. Parce que là, les 122, sinon sur 72, on descend plutôt à 60. Parce que vraiment, sur le foot d'il y a 5-6 ans, c'est comme l'Atlético Madrid de Simeone, ça passe son temps par terre. Ou comme l'Arsenal d'Arteta, qu'on a vu faire aussi ce genre de choses. Voilà, je pense que samedi, vous allez avoir très souvent envie de les insulter. Il faudra savoir raison garder. Et pour les Bleus, être patient. Et pour les Bleus, parce qu'ils sont meilleurs, évidemment. Voilà, ne pas tomber dans le jeu de la provocation. Ne pas répondre, à toujours peur effectivement du carton rouge bête concédé parce que l'autre, à force de nous assicoter, on finit par réagir. Voilà, il faudra être patient. Je pense que si on est patient, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, ça va bien se passer. Mais il y aura une première demi-heure difficile où on va prendre beaucoup de taquets. Que du défenseur formé en Argentine, hein, formé au pays mais qui joue en Argentine ou qui ont joué longtemps en Argentine.
Canale, Gomez, le capitaine, qui a joué aussi au Milan AC. Tout à fait. Et Caceres. Pas Martin, Caceres, mais Non, c'est un peu la même chose. pas- Juan Rosé. On est sur le même modèle de sortie d'usine. Ouais. Vraie équipe de sicarios. C'est ceux que tu appelles pour nettoyer les scènes de crime. Tu dis, vous y allez, je veux plus rien savoir, et demain matin, c'est nickel. Voilà, juste un coup de fil, c'est OK. C'est bon, c'est fait. Allez, on est bon sur le Paraguay. Et on aura le temps d'en reparler, évidemment, d'ici à samedi. Passons à la suite. Et la suite, c'est ce petit moment Albert Londres. On voulait mettre en avant un papier. Attends, avant de dire de qui il vient, ce papier, ça concerne les tirs au but. Les tirs au but, 2 16e de finale sur les 7 qui ont déjà eu lieu, qui se sont conclus donc au tir au but. L'Allemagne, Paraguay, dont on vient de parler, et Maroc, Pays-Bas. Alors évidemment, nous, on est bien placés quand même pour le savoir. En France, ça peut être cruel, les tirs au but. Oui, hein, on se rappelle 82, on se rappelle 2022. Il y a 4 ans, c'est toujours des moments difficiles à vivre. Et du coup, les journalistes du New York Times, voilà, c'est ça qu'on a choisi, se sont demandé, en fait, est-ce qu'on pourrait imaginer une autre issue pour les matchs que les tirs au but. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à 12 journalistes de leur rédaction de faire un petit paragraphe pour étayer un peu leur idée. Tiens, toi, tu penses à quoi et pourquoi tu penses à ça? Mais ils disent tous quand même, avant qu'on rentre dans le détail, je toucherai pas au tir au but. Ils disent tous. C'est ce qu'il y a de mieux, mais si vraiment j'ai pas le choix. Pas tous, mais presque. Voilà, mais si vraiment j'ai pas le choix, voilà ce à quoi j'aurais pensé. Petit bémol, évidemment, ce sont des journalistes américains, donc ils n'y connaissent pas grand-chose en foot. Ah, c'est un peu cruel. C'est quand même important. Non, ça va, The Athletic, c'est vrai, c'est The Athletic qui connaissent le foot, mais oui. Mais il y a un regard qui culturellement est plus intéressant parce que comme ils voient d'autres sports que nous, ils ont d'autres idées. On va détailler un petit peu ça. Première idée, on rétablit le but en or et en fait, on joue des prolongations jusqu'à ce qu'une équipe marque. C'est Julian McKenzie qui dit ça. Comme lors des matchs des playoffs de NHL, en fait. Parce que si tu continues les prolongations, la tension, elle reste à son comble. Et finalement, il dit, si tu as les tirs au but derrière, il y a évidemment certaines équipes qui attendent les tirs au but. Souvent, l'équipe la plus faible, ils se disent, au moins là, c'est 50-50, on pourrait peut-être éventuellement passer sur un malentendu. Si tu enlèves cette sorte de filet de sécurité, eh ben, tu es obligé d'aller de l'avant parce que tu vas être obligé d'aller marquer. Il faut forcément. Alors, avec une limite de temps, évidemment, au bout d'un moment. Oui, alors c'est ça. Est-ce que tu limites le temps? Parce qu'on parle de la NHL, qu'effectivement, le basket, c'est pas tout à fait le même scénario, mais le basket, par exemple, on a autant de prolongations que nécessaire. Si à chaque fois qu'il y a égalité à la fin de la prolongation, on se dit pas au bout de 3 prolongations, tiens, on va faire 10 lancers francs chacun, le premier qui rate, il a perdu. Ça continue jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui prenne l'avantage en prolongue. Il n'y a pas de limite de temps. En NHL, il y a. Alors, je connais moins bien la NHL, mais le risque. Parce qu'il y a plus de buts qu'en foot. Mais le risque étant quand même que c'est vrai que ça s'éternise. Et qu'une prolongue, si une prolongue, déjà 30 minutes, c'est quand même long. Après, si on passe à 40-45 minutes, c'est plus une prolongue, c'est une troisième mi-temps. Ouais. Voilà, j'aime bien le but en or. On a connu ça qui nous a plutôt souri. Pour le coup, le but en or, plus que les tirs au but historiquement en France, c'était bien, mais ça s'arrêtait au bout d'une demi-heure. Je pense qu'on est sur la limite acceptable d'une durée de prolongation. Lui fait le pari qu'avec un but en or au bout et pas de séance de péno derrière, tu vas attaquer et il y a bien quelqu'un qui va se découvrir et ça va se faire même en moins d'une demi-heure, on peut penser. Mais c'est un pari. En tout cas, c'est son idée. Il faudra une limite de temps et si tu as une limite de temps, fatalement, il te faut une autre issue. Puisque si personne n'a marqué, tu te retrouves piégé. Donc bonne idée sur le papier, mais pour moi, qui se heurte à la réalité. Deuxième idée, si ça fait 0-0 au bout de la prolongation, on départage les deux équipes par un jury. Ça, c'est non. Par des notes du jury, comme on voit au patinage artistique un petit peu ou à la boxe. Ça, c'est non. Voilà, un jury composé de journalistes spécialisés, évidemment. Tu fais une moyenne des notes et celui qui a le plus haute note gagne le match. Et 99% du temps, parlons d'Allemagne-Paraguay, voilà, il y a une équipe qui domine, personne n'a envie de voir passer le Paraguay. En vrai, ce qui est beau, c'est de voir le Paraguay jusqu'au bout, tenir le coup et éventuellement gagner au tir au but. Si tu fais un jury, tout le monde dit non, mais vous m'écartez les tueurs à gages et vous faites passer l'Allemagne. Donc non, ça ne doit pas marcher. Et puis en plus, le système de notes en patinage et en boxe, c'est pas vraiment le truc le plus transparent de l'histoire. Payer un journaliste, voilà, on sait comment ça se passe. Allez, le troisième, on enlève des joueurs au fur et à mesure ou alors on réduit la taille du terrain. Alors ça, donc soit on commence la prolongation par exemple à 10 contre 10, au bout de 10 minutes, 9 contre 9, ouais, moi, 8 contre 8 et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il y ait une équipe qui marque parce qu'il y a but en or. Oui, alors ça, moi je trouve ça un peu excitant en gardant les mêmes proportions de terrain, 50 sur 100 plus ou moins. Et effectivement, je pense qu'à partir de 8 contre 8,
Il y a tellement d'espace que Ça pourrait être très drôle. ça paraît difficile. C'est un peu comme du rugby à 7 où il y a beaucoup d'essais sur un terrain à 15. Je pense que ce serait la même chose. Ouais, j'ai une petite tendresse pour cette idée. Ouais, parce que le pendant, c'est un autre journaliste qui dit ça, c'est on joue sur un demi-terrain à 5 contre 5 avec un gardien et Non. ensuite 4 contre 4 et tout. Non, mais ça c'est ridicule. Non, on réduit pas la taille. En fait, Non, pour moi, il ne faut non. pas réduire la taille du terrain. Non, je suis d'accord. On garde. On garde et on garde. On a des joueurs, moi j'aime bien. Pour l'instant, celle-ci, elle a ma préférence. Et bah, on le note. Proposition suivante, Seb Stafford propose une variante d'un jeu, il dit, auquel on jouait beaucoup quand on était enfant. En fait, on ne tire pas qu'un péno, mais c'est une sorte de suite de petits exercices. Tu tires un péno, ensuite 2 coups francs, tu mets le ballon où tu veux sur l'arc de cercle à l'entrée de la surface, puis un tir de chaque coin de la surface. Et en fait, tu ajoutes les points à chaque fois que tu mets un but. Et tu fais faire ça par 4 ou 5 joueurs. Il dit... C'est un peu comme des tirs au but dans le principe, mais lui, il voulait juste apporter une petite touche de variété. Quoi. Alors, ça ressemble un peu. Moi, ça me fait penser un peu au rugby qui fonctionne. Alors, c'est très rare les tirs au but au rugby, beaucoup plus, mais ça peut arriver encore. Et en fait, on tire des pénalités, mais pas du même endroit du terrain. On commence au 22 mètres et on s'éloigne au fur et à mesure. Voilà, c'est un peu ce principe-là. Pourquoi pas, ça ne changerait pas fondamentalement la nature. Restons au tir au but, tant qu'à faire. Ouais, et ça mettrait beaucoup de temps, je Ouais, pense, en entre plus, poser le ballon. Ah non, moi je vais là-bas, toi puis- tu vas là. Non, Ouais. franchement, ça change pas grand-chose au fond, restons sur les tirs au but. En vrac, pour la fin, parce qu'on va pas tous les faire, il y en a 12, mais en vrac, un des journalistes propose de jouer ça au Sky Joe. Julien, Bon, si tu veux, là c'était vraiment, c'est parce qu'il est pourquoi passé, pas. il est passé en 10e et qu'il avait plus d'idées. Un autre propose un concours de nourriture. Et attention, parce qu'il détaille. C'est pas juste 2 joueurs désignés assis à une table au centre du terrain, obligés de manger tour à tour des ailes de poulet. Certaines sont accompagnées d'une sauce légère au citron et aux herbes, d'autres recouvertes de cette petite sauce piquante extrême. Un peu l'équivalent d'un défi qu'on fait à un EVG ou un truc comme ça. Le jeu continue jusqu'à ce que quelqu'un abandonne. Voilà, un peu Koh-Lanta Pourquoi pas. dans l'esprit. Alors, il y en a d'autres qui une course à pied entre les deux joueurs les plus vieux de l'effectif. Un 100 mètres entre les 2 joueurs les plus vieux. Par exemple, Bosnie-États-Unis qui va avoir lieu cette nuit. Tu prends Dzeko et tu prends Tim Rim. Et le gagnant Alors, fait là, on est dans le fait what gagner the son fuck. équipe. On est dans le what the fuck. Il y en avait un autre, tu l'as pas mentionné parce que ça a réellement existé. Moi, j'avais une petite tendresse pour le format Ouais, je l'ai pas mis parce qu'il a déjà existé. shootout des années 90 aux États-Unis, justement, qui pour le coup c'est les Américains qui l'ont fait en premier, c'était les seuls. C'était on part du milieu de terrain et on va. Alors à l'époque, c'était. Je ne suis pas bien sûr de la taille réglementaire des terrains et des cages, mais en gros, c'est comme le challenge orange pour ceux qui vont voir les matchs de Ligue 1. Vous partez du milieu de terrain face à face avec le gardien. Franchement, moi j'aime bien. Il y a un petit côté enfantin, un petit côté duel qui nous ramène aux sources de ce qu'est le foot. C'est un peu comme les tirs au but. Moi j'aime bien ce petit format. Et Voilà. je l'ai pas mis aussi parce que ça ne changeait quasiment pas le format Non, finalement. Enfin, voilà. là, on était sur C'est- autre chose. Mais voilà. oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est en urban soccer où Voilà. tu C'est ça. faisais comme ça. C'est ça, tu exactement. partais du milieu de Bon, terrain. mais ça change pas le principe. Et moi, j'allais te dire, sinon, ce serait très très cruel, mais ça a déjà existé. J'ai revérifié parce que cette anecdote me parlait. Mais À la pièce À la pièce. Le URSS Italie à l'Euro 1964-8. Bon, bref, là, tu m'en demandes un peu trop parce que j'ai pas vraiment vérifié dans le détail. Mais à l'époque, c'était le début de l'Euro, alors c'est peut-être même plus tôt que ça. Bref, on n'avait pas vraiment les règles en tête, on n'était Ouais. pas allé au bout du truc, on ne savait pas qu'on pouvait faire des tirs au but. Et donc on se retrouve sans solution après un 0-0. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Le pile ou face, quoi. Et je me dis, il y aura une dramaturgie. Tu vois, tu t'appelles les 2 capitaines, tu as l'arbitre qui propose, tu filmes de près. On pourrait avoir une vraie Tu belle sais qu'un scénographie. ralenti sur quand Ouais, la pièce qui tombe en l'air là comme Et ça. on n'a pas le résultat tout de suite. Enfin, il y aura une scénographie assez incroyable à faire. C'est vraiment très cruel en revanche pour le perdant. Mais quelque part, est-ce que ça pousserait pas à faire la décision en prolongue plutôt que de te dire j'ai quand même une chance sur 2 de perdre à la pièce? Bon voilà, moi j'aime bien. Et là, Dédé pourrait dire c'est une vraie loterie. Et enfin, Dédé pourrait avoir raison 50 ans après. Ok, bon, laquelle on garde La deuxième là, c'était. Ouais, on réduit le nombre de joueurs. Ouais, on réduit le nombre de joueurs petit à Si petit. tu me laissais le choix, je réduirais effectivement pour rester dans le domaine du possible et Allez. du faisable, on enlève un nombre de joueurs. Ok, bah écoutez, on reste là-dessus. C'est parfait, merci Julien. Et on enlève des défenseurs surtout. Et on garde ceux qui courent vite. Bah ça y est, ça va être l'heure de parler de ce qui va se passer ce soir. Pour finir cette émission, comme d'habitude, les affiches du soir, 3 matchs au menu. 3 matchs quand même, hein. Eh oui, 18h, Angleterre, République démocratique du Congo, futur adversaire donc du Mexique, au stade Aztec. L'Angleterre favorite, évidemment, mais
Avec les Anglais, on attend toujours de voir ce qui va se passer quand on rentre dans les matchs à élimination directe. Même si c'est devenu une équipe avec plus de certitude sur les dernières compètes, ils vont quand même plus loin. En 2022, ils font quart de finale. On les sort, mais match difficile et bon, Kane rate son péno. Mais ça rentre dans ce que tu dis, à savoir une équipe qui a tendance parfois à se liquéfier un petit peu. En 2018, ils sont en demi-finale. C'est une équipe plus fiable que... Je les vois trop fiables pour perdre contre le Congo. Mais enfin bon, ça c'était plutôt l'Angleterre d'il y a 10 ans qui perdait ce match-là. À la limite, un quart contre le Brésil, ça peut se perdre. Pour un 16e contre le Congo... J'ai du mal à y croire. Le Congo qui passe au dernier match. Alors ils ont Wissa, bon très bien. Je vois pas. Non. Alors ils ont aussi leur supporter Lumumba. Qui n'a pas eu de visa d'ailleurs. Il n'est pas là pour ce match. Il n'a pas eu de visa pour ce match. Alors j'ai vu, il me semble, j'ai vu était quelque chose comme ça. quoi. En tout cas. Oui, il va être remplacé par un autre qui va. Il se refile le costume. Ouais. Bon, tout ça, bref, c'est pour le folklore. Quand même, l'Angleterre sans blessé, avec un coach quand même qui sait ce que c'est que d'aller très loin dans les grands tournois. Avec Bellingham qui a l'air de vouloir jouer au foot. Bellingham qui est un joueur. Autant j'ai vraiment des doutes sur le stade Azteca en 8e où je me dis qu'ils peuvent être rattrapés par la pression populaire. Voilà. Mais là, sur ce match-là, franchement, pour moi, c'est aussi déséquilibré qu'un France-Suède sur le papier. Alors il y a moins de virtuosité offensive côté anglais, donc ils vont pas gagner 3-0 tu vois, les doigts-pieds en éventail. Enfin, franchement, je vois pas ce qui peut leur arriver. Ouais, non, mais juste, la RDC qui est déjà très heureuse d'être là, parce que c'était pas gagné au début. Oui, juste j'ai mis la petite stat sur Wissa, qui est vraiment le joueur qui porte un peu cette équipe depuis le début de la Coupe du Monde. Oui, qu'on connaît, il a pas mal vadrouillé en France et en Ligue 2, notamment Châteauroux, Laval, avant d'exploser un peu plus haut. 3 buts quand même dans cette Coupe du Monde, c'est déjà plus que dans toute sa saison de Première Ligue avec Newcastle. Bon, en tout cas, il est en forme au bon moment, mais ça ne suffira probablement pas si la logique est respectée. Je serais quand même très étonné, même si évidemment une part de nous a toujours envie de voir l'Angleterre se ridiculiser et lire la presse le lendemain. Ça ne mange pas de pain, mais a priori, ça ne se passera pas. Belgique, Sénégal à 22h. Ça m'excite. Bien malin celui qui peut pronostiquer ce match, non ? Ouais, non, c'est vraie belle affiche qui est en plus regardable pour nous parce qu'elle n'est pas trop tard. Parce que le Sénégal, ils reviennent un peu de nulle part. Ils passent au goal average parce qu'ils mettent 5 buts sur l'Irak qui réduit à 10 très tôt dans le match. Alors qu'ils se font, mais il faut savoir que la presse sénégalaise, ils ont pris des tirs dans tous les sens. Parce que c'est vrai que c'est le champion d'Afrique. Enfin, je sais jamais si c'est le champion d'Afrique ou pas, mais peu importe. Ils ont pris des tirs dans tous les sens après la double défaite qui les éliminait presque. Ils se qualifient miraculeusement en tant que meilleur troisième. Ils jouent un match abordable. Voilà, moi je suis curieux de savoir parce que c'est les Belges. Pareil, les Belges. C'est dur la Belgique dans cette Coupe du Monde, c'est dur. C'est l'équipe qui tire le plus. C'est vrai qu'on avait vu ces stats-là. C'est-à-dire qu'ils essayent, les Belges en fait, ils meurent un peu, comment dire, avec panache. C'est pas une équipe qui se replie et qui joue à gain petit. Ils continuent à avoir en fait la philosophie de jeu qui les a portés très haut avec leur glorieuse génération, sauf qu'ils ne l'ont plus ou alors qu'elle est vraiment finissante. Et donc ça crée des trous béants et des moments d'absence dans un match. Voilà. En fait, je pense qu'ils jouent au-dessus de leurs moyens, les Belges. C'est plutôt attachant, c'est mignon, mais j'ai bien peur que sur une Coupe du Monde, ça ne les amène pas très loin. Est-ce que ça va les éliminer dès le Sénégal? Je sais pas. Ils ont toujours Courtois qui peut faire un énorme match et les sortir un peu de l'ornière comme ça, mais c'est le seul ancien qui est au niveau. Enfin, De Bruyne, Lukaku, surtout Lukaku. De Bruyne, Lukaku, pour moi, c'est un peu comme compliqué. si on jouait encore avec Grisou en 10 et Giroud devant. Ouais. C'est-à-dire que c'est cette génération-là. Bon, voilà, ça commence. Mais c'est vrai qu'on a l'avantage en France d'avoir un vivier très important et tous les 2-3 ans de sortir des générations de joueurs. En Belgique, bon, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas des générations dorées quand même qui sortent tous les jours du centre d'entraînement. La Belgique qui n'a battu que la Nouvelle-Zélande en poule. Une belle raclée, cela dit. Voilà. Mais effectivement, ils battent ni l'Iran ni l'Égypte. On a un prono de Platoche pour ce match. Ouais, alors bon, moi, les pronos de Platoche, ça vaut ce que ça vaut. Oui, Julien, je sais que t'es un peu bougon. T'en veux un peu à Platoche. Je suis désolé, mais enfin, Platoche, là, c'est pas sérieux. Il va peut-être te réconcilier. On va le voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous fait, Platoche? Platoche, il avait donné la Suède, je le rappelle. Très beau canapé, j'ai eu le même. Platoche. La Belgique. Platoche fait confiance à Rudy Garcia. Et tu vois, et ben là, j'ai un peu plus envie d'y croire parce que j'ai l'impression que l'oreille s'est un peu redressée. Tu vois, autant hier, il y avait vraiment l'oreille basse de celui qui ne croit pas en ce qu'il dit. Tu vois, peut-être promesses non tenues. Là, j'ai envie de dire, ok, il sait ce qu'il fait. Mais j'ai l'impression qu'hier, quand même, Platoche s'était un peu levé de la mauvaise patte. Voilà. Il n'était pas dans son assiette, ça allait pas. C'est vrai que là, je sens une forme de sérénité, de plénitude presque, là, dans son choix.
Tout à fait. Bah écoute, la Belgique. Il mâche, Pour Platoche, vraiment. non, il est bien. Et tu vois, il reste devant quand il mâche. Ça, c'est important. Il se dit pas, tiens, j'ai peut-être fait une connerie. Non, C'est vrai non, que hier, il est reparti direct. Voilà. Il savait qu'il avait fait une connerie. Là, il assume jusqu'au bout. Et je préfère voir un Platoche sûr de lui comme ça. Ok, et ben on va voir si il a raison, on fera le point demain. Et dernier match, là c'est en pleine nuit, par contre 2h du matin. On ne regardera pas. États-Unis, Bosnie. Ouh, super. On est content ou pas? Bah, oui, Bah, match évidemment important pour les États-Unis, enfin que tout roule pour l'instant, premier de groupe, non, mais alors, la confiance règne. C'est vrai. Alors, nous, on passe totalement à côté de ça parce que ça reste les États-Unis au foot, on les prend pas du tout au sérieux. Mais il y a une forme d'élan populaire et même, j'irais même jusqu'à dire, de fol espoir d'aller au bout de cette Coupe du Monde. Porté par Mauricio Pochettino, parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui croit, mais il y a une forme de. Comme ils connaissent pas trop, ils se disent bon, aux Américains, what the fuck, on a la maison, elle est pour nous. Quoi. Bon, nous, évidemment, on sait que ce ne sera pas le cas, mais bon, on peut pas. C'est touchant, mais c'est mignon. Voilà, c'est comme un petit garçon la première fois qu'il sort dehors. Voilà, il pense que la vie l'attend. Bon, bah, les États-Unis, c'est un peu la même chose. Et on n'a pas envie que ça s'arrête contre la Bosnie, c'est un peu tôt. En plus, contre la Bosnie. Bon, pareil, je n'admettrai pas, Nicolas. Au fond, et peu importe qui domine, qui mérite ou pas. Non, on veut que les États-Unis passent ce tour. Voilà. On n'admettrait pas un autre résultat. Bah, Mauricio non plus. Voilà. Et Donald Trump probablement non plus. Et Donald Trump va annuler la Coupe du Monde. Si Voilà, j'ai bien peur qu'une fois que les États-Unis soient éliminés, il renvoie tout le monde chez lui et qu'il annule tous les visas. Donc voilà, au moins pour ça, Balogun et compagnie, faites-nous plaisir et passez un tour de plus. Je vous autorise même à aller jusqu'en quart de finale. Après, il faudra arrêter la plaisanterie. Hein. Bon, laissez-nous un peu nos Ce serait sports. déjà pas mal. Continuez à aller me faire des home runs dans vos sports à la con là, mais au moins jusqu'en quart de finale. Et oui, Balogun, Pulisic, McKenzie quand même. Enfin, il y a une équipe. Non, mais leur équipe est cohérente. Mais oui, et tout. non, mais en voilà, plus, il y a une belle ce sera équipe. bien Il y a quand même sympathique, il y a un coach qui a eu des résultats, même si bon, Pochettino, c'est pas non plus. Hein, on s'en souvient de son passage au PSG, ça peut être extraordinaire. Voilà, pour moi, ça doit passer encore un tour ou deux. On ne sait jamais. Et après, bon, tout est possible. Et après, laisser faire les vrais joueurs de foot. Oui, après, bon, merci. laissez la place aux grands, mais jusque-là, vous avez le droit de jouer dans le jardin d'enfants. Et bien, ce sera le mot de la fin pour nos amis américains. Voilà, j'espère qu'ils ne nous regardent pas. Donald. J'adore le baseball. Et ça y est, on est venu à bout de cette petite heure d'émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis, écoutez, vu qu'on est là tous les jours, et on a encore 4 jours avec nos bleus au moins. Et rendez-vous demain. Allez, à demain tout le monde. Allez, ciao. Ciao.